Bienvenue à vous trois et merci d'être ici avec nous. Avec Jocelyn, on s'est dit que c'était peut-être plus sympa, si vous le voulez bien, de vous présenter, de faire, de nous dire un petit peu votre parcours, ce qui vous a amené à l'écriture en quelques mots, voilà. Et puis présenter le roman que vous venez présenter au Festival du Premier Roman aujourd'hui. Donc voilà. Moi j'ai écrit un livre qui s'appelle « Il ne portait pas de chandail ». Et je suis venue à l'écriture un peu d'une manière particulière parce que j'écrivais, mais je n'ai jamais eu en tête de publier un roman. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, j'ai appris une chose très bouleversante qui était un secret de famille, qui était en fait le parcours de mon père durant la guerre 40-45, où il a été en camp de concentration. Et ça a été un tel choc que j'ai eu besoin de faire ce parcours d'écriture pour peut-être m'approprier cette histoire. Voilà. Bonjour. En fait, je ne sais pas par quoi commencer. J'écrivais un peu quand j'étais adolescente, comme tout le monde, je pense. J'écrivais des poèmes. Et après, à un moment donné, je l'ai abandonné. J'écrivais plutôt des textes académiques. Et après, bizarrement, mon retour à l'écriture, c'était à la fois le début d'écriture en français. C'est avec ce texte autobiographique. Dès le début, je commençais à l'écrire en français. Et cette histoire en particulier, c'est une histoire de mon père qui a toujours rêvé faire un voyage en bateau en pleine mer. Et en 1995, il est parti, il a pris un bus à Istanbul. Où son ami a construit un bateau et ils sont partis faire leur voyage. Et il y a une tempête. Le bateau s'est disloqué. C'est un mot que j'ai appris en écrivant ce texte, c'est disloqué. Et mon père a disparu. Mais le début de ce texte-là, ça vient pas de cette disparition, mais plutôt d'une question qui m'a été posée par une personne que je rencontrais. Qui m'a demandé et si ton père était vivant, qu'est-ce qu'il aurait pu lui arriver? Et c'est à partir de cette hypothèse vie potentielle que tout a commencé. Alors, moi je suis un primo-romancier un peu particulier parce qu'en fait j'ai publié une vingtaine de romans avant ce premier roman. J'étais journaliste et puis un jour j'ai décidé d'arrêter ce métier. Et ne sachant pas quel métier faire à ce moment-là, j'ai été sollicité par des éditeurs jeunesse pour écrire des romans juniors et des albums. Et puis, au fur et à mesure que mes enfants grandissaient, j'ai écrit des romans avec de moins en moins d'images et beaucoup de pages. Si bien que je publie depuis 10-12 ans des romans dans une catégorie marketing et de genre qu'on appelle le jeune adulte, voilà. Et en fait, peut-être c'est intéressant parce que ce qui pour vous a été un déclic, c'est-à-dire un élément autobiographique, moi ce qui m'a permis de devenir romancier, parce qu'à 25 ans j'avais fait des essais de romans, ce qui m'a permis de devenir romancier, c'est d'écrire pour d'autres que moi et de ne pas écrire sur moi. Le fait d'écrire en jeunesse, je savais que les ados se moquent de mes états d'âme à moi et du coup ça m'a permis de me détacher de mon nombril pour suivre mes personnages et c'est après ces 10-12 ans à apprendre à devenir romancier que j'ai pu reprendre un texte qui a été le premier texte que j'avais écrit et d'en faire quelque chose qui soit vraiment un roman. Donc c'est devenu Fait de moi la colère, dont je pensais sincèrement en l'écrivant que c'était un roman jeunesse le suivant.
et dont tous mes éditeurs jeunesse m'ont dit bah non, c'est un roman de littérature générale, donc envoie-le à une maison de littérature générale. Et voilà. Et donc il est sorti en littérature générale. Le présenter, c'est un peu compliqué. C'est l'histoire d'Ismaël qui est orpheline, qui à la première page du roman devient orpheline de père. Son père se noie. Donc il y a des échos évidents. Qui va reprendre le métier de son père comme pêcheuse sur le lac Léman. Et qui va être à la fois confrontée à des événements étranges puisque des morts commencent à remonter du fond du lac, et qui va en même temps faire la rencontre d'un garçon assez singulier qui s'appelle Ézéchiel, qui vient d'Afrique, et c'est l'histoire d'une partie de pêche sur le lac Léman. Voilà. Merci beaucoup. On a du coup entendu tout à l'heure, avant cette rencontre, que vous n'avez pas pu vous lire les uns les autres, pas encore. Est-ce que ça vous a quand même surpris ou pas qu'on vous réunisse sur ce thème-là, père-repère, maintenant que vous avez un petit peu eu les résumés de chacun de vos romans? En tout cas, ce qui me semble assez présent dans les 3 romans, c'est l'eau. La pêche, la disparition d'un père, et pour ce qui me concerne, la pratique de la nage en piscine pour faire remonter une forme de mémoire que je pourrais appeler cellulaire, c'est-à-dire une mémoire que j'ai l'impression d'avoir possédée de tout temps, mais qui ne m'était pas lisible, et que j'ai appris à lire dans l'eau de la piscine, on va dire. Ça a été pareil pour moi, parce que bon, voilà, évidemment, il y avait ce lien par rapport au père, mais j'étais hyper étonnée de découvrir qu'il y a une histoire de traversée dans la piscine, une histoire à expérimenter un petit peu le passé, si j'ai bien compris. Et il y a une histoire dans le lac aussi, dans le texte de Vincent, qui a cet élément aquatique qui est présent dans les 3 textes et qui est lié à cette figure de père. Ouais, on sent qu'il y a des échos, du coup. Enfin, moi, j'ai très envie de vous lire. Ouais, pareil. Voilà. Enfin, ce que je trouve intéressant, en fait, quand tu dis il y a une vraie histoire d'eau, c'est que on a l'impression toujours, quand on cherche un roman, de chercher une idée très singulière, et on croit l'avoir trouvée. Et puis on se rend compte que quand on lit d'autres gens qui ont écrit parfois d'autres siècles ou dans d'autres pays, ils utilisent le même motif, c'est un truisme de dire qu'on est forgé par toute cette culture commune, par des mythologies, voilà. Mais il y a aussi moi je suis frappé là, j'édite pas mal de littérature jeunesse en ce moment, et je suis frappé de voir qu'il y a des scènes tournants, et qui utilisent l'eau notamment, qui reviennent de livre en livre, et à chaque fois je trouve la scène très belle, donc j'ai pas envie de l'enlever. Et en même temps, est-ce qu'il y a un moment où on n'est pas sur un cliché ou un truc comme ça, une sorte de truc incontournable? Je sais pas, est-ce que c'est une plongée, une mort, une renaissance? Est-ce que c'est un baptême? Je sais pas, mais en tout cas on manie manifestement des motifs très anciens et très universels. Ça, je trouve ça passionnant, surtout qu'on s'était pas consulté avant d'écrire, quoi. Alors, vous l'avez dit, l'eau est un thème spécifique à vos 3 romans. Je voulais savoir quelle image elle a, quelle image vous faites passer, parce que moi j'ai cette impression que cette image de l'eau est très, très différente dans chacun des romans, même s'il y a quelques similitudes. Par exemple, on a parlé des chapitres qui étaient dédiés à l'immersion dans l'eau. Moi, je me demandais si cette immersion-là était une réelle pratique
vous avez dit que vous avez fait cette expérience-là. Est-ce que c'est vraiment une réelle pratique ou c'est une façon que vous avez trouvé d'écrire, de dédier plusieurs chapitres à la piscine et une construction littéraire en fait? Non, j'ai réellement fait des longueurs et des longueurs et des longueurs de piscine. Et j'ai eu au départ de l'écriture une espèce d'intuition qui me dictait de trouver le fil de mon histoire dans cette piscine. Et ça a été une manière de relier des chapitres parce que c'est un roman assez fragmentaire. C'est un roman qui se base sur la résurgence, comme tu parlais de corps qui remontent. Je pourrais dire que c'est un peu des souvenirs ou des non-souvenirs qui remontent ou qui m'ont marqué et qui se sont... que j'ai distillé dans les différents blocs que j'ai établis dans ce roman, qui était un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest, puisque l'Europe était coupée par le rideau de fer pendant quand même des décennies et empêchait des familles d'entrer en contact les unes avec les autres. Et ce fil de la piscine, c'était... dans un premier temps, et d'ailleurs je fais la réflexion, je dis mais qu'est-ce que moi je m'imagine de pouvoir tirer des parallèles entre l'horreur des camps et le fait de nager. Mais j'ai persisté, j'ai continué à nager et je suis parvenue à faire une espèce de parallèle entre cette nage en piscine et le camp où mon père a probablement... parce qu'en fait, comment dire, la révélation de ce secret était tellement subite et affolante qu'il m'a semblé qu'il me fallait un moyen progressif pour pouvoir reconstruire ce passé et reconstruire le passé et se reconstruire soi-même, enfin, ou se réparer soi-même avec les mots qui en ressortiraient. Du coup, si vous voulez dire, donc vous, c'est pas la piscine mais la mer, quelle place elle prend la mer dans votre roman? J'aime bien cette idée-là de l'eau comme substance liante et de trouver le lien à travers cette pratique ou comprendre quelque chose dans son histoire à travers cette pratique de natation. Ça me parle parce qu'en fait, dans ma vie, la natation est venue avec mon père. C'est mon père qui m'a amené à la piscine chez son prof de natation. Et après, j'ai cessé de nager pendant des années. Je les faisais pas. Et c'est quand j'ai recommencé à écrire ce livre que j'ai recommencé à nager et j'ai pas fait le lien entre les deux. Et aussi, c'était là où j'ai déménagé à Pau, c'est à 1h30 de la mer. Je pense que mon père aurait halluciné, ça aurait été incroyable pour lui de vivre tellement proche de la mer parce qu'en Biélorussie, on n'a pas accès à la mer. Et je me rappelle que c'est là où j'ai découvert des vraies vagues de l'océan Atlantique. Et au tout début, j'étais hyper confiante. J'entrais, je me disais, bon, voilà, ces vagues. Et je me suis fait peur quelques fois où cette vague me prenait à aspirer et je n'arrivais pas à me tenir debout. Et j'apprivoisais cette vague, j'ai appris à connaître ces vagues. Et à la fois, j'ai apprivoisé un petit peu mon écriture en langue française qui n'était pas évidente pour moi. Du coup, il y avait aussi ce processus parallèle. C'était pas le même, mais entre la natation et l'écriture. Alors, pour moi, l'intérêt du lac au départ, c'est pas l'eau, c'est la fosse, c'est le creux. Avec ce truc, l'idée de vivre à côté d'une fosse à ciel ouvert, qui a été très forte pour moi quand je me suis installé au bord du lac Léman. Avec
ce motif un peu curieux, et là aussi on va peut-être rejoindre des choses, qu'il fallait boucher la fosse, quoi, parce que y avait cette idée que la conférence de Wannsee qui décide de la solution finale, ça se passe au bord d'un lac, que le génocide de la nation aztèque, c'est Mexico est sur un lac, que le génocide rwandais c'est c'est dans les grands lacs, et que si on laisse les fosses à ciel ouvert, ça va appeler de nouveaux massacres, et donc qu'il faut sans parler. Alors quand je l'écrivais, je n'avais pas encore conscience, parce qu'on en parlait moins, de la Méditerranée comme tombeau pour des milliers de personnes. Et donc, pour moi, l'eau était plus une façon de cacher la fosse, quoi. Voilà, une sorte de... Régulièrement, je la compare à une peau. Elle est comme une peau pour cacher le truc. Voilà. Et comme c'est un bouquin qui réfléchit aussi aux morts qu'on ne montre pas, puisqu'il se passe entre la France et la Suisse, donc il y a une réflexion sur le blanchiment et sur les morts que font certaines choses qu'on ne voit jamais remonter parce que on a blanchi le pognon. Voilà, c'était plus le lac plus comme fosse, et pour moi l'eau est plutôt quelque chose de réconciliant, et les scènes d'ailleurs où mes personnages nagent, c'est des moments de plaisir primitif. J'ai été très frappé. Je pense que c'est une des scènes qui m'a le plus frappé quand j'ai commencé à être lecteur, cette scène dans L'étranger où il nage avec Marie, et où tout d'un coup il retrouve une humanité parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a le plaisir du bain de mer, etc., et qu'on retrouve quelque chose qui nous humanise, quoi. Donc pour moi, la natation n'était pas un processus de réconciliation, mais les deux scènes de nage dans le roman, c'est plus des scènes de retrouvailles avec quelque chose de simple, d'évident, de presque primitif, d'un plaisir primitif, qui renvoie y compris au liquide amniotique dont on parle au début du roman. Ouais. Peut-être un peu confus, je suis désolé. Non, c'était exactement ce dont je voulais parler après. Dans votre roman, Vincent, donc l'eau est présente dans le lac comme du coup l'habitat de la bête mystérieuse, mais aussi comme l'endroit où Ismaël et Ézéchiel se retrouvent, dansent, nagent ensemble, et aussi l'habitat du bébé. Ouais. Et d'ailleurs, sur ce point-là, quand on s'est vu avec Jocelyn, on n'avait pas le même point de vue, mais moi j'avais pas regardé le nom de l'auteur en fait en lisant le livre, et j'ai cru jusqu'à la fin que c'était une femme qui avait écrit le livre, parce que pour les ressentis que vous écrivez sur la grossesse, sur la connaissance du corps de la femme et la relation qu'elle a avec Ézéchiel, et du coup je voulais vous demander pourquoi vous aviez choisi comme personnage principal un personnage féminin, le personnage d'Ismaël. S'il y a une raison ou pas. Pour qu'il soit assez loin de moi, pour pouvoir écrire un roman, je pense. Parce que quand j'étais ado, j'ai vachement fantasmé sur Moby Dick, et je me prenais pour Ismaël, donc il fallait pas que ce soit... C'est Ismaël aussi, mais sauf que c'est une fille. On rajoute un L et un E, et tout d'un coup, ça devient tout à fait quelqu'un d'autre. Et puis, ça me touche beaucoup ce que tu as dit sur l'idée que ça puisse être une autrice. Parce que pour moi, il me semblait que... parler de ce que vit une jeune femme pendant sa première grossesse, c'était peut-être la chose la plus compliquée pour moi qui suis un homme, et que du coup j'avais envie de m'y attaquer. Voilà, d'aller chercher de ce côté-là
quelque chose qui est une vérité où je pourrais arriver. Et il y a ma femme, et puis qui a eu 4 grossesses, et puis 3 ou 4 autres personnes m'ont dit ça, et ça m'a, voilà, je me suis dit, bon, bah, il y a un roman, alors. Il y a un personnage qui existe, vraiment, ouais. Merci. Donc il y a ce rôle de l'eau qui est commun dans vos 3 romans, c'est un des thèmes qu'on a vu tout de suite. Et il y a du coup le thème de la figure du père. Donc dans vos 3 romans, le père est absent, le père n'est plus là, il est décédé ou disparu. Mais du coup on voulait savoir comment un père absent, une figure absente, peut tout de même être un repère pour l'enfant ou pour la famille. Dans mon cas, je ne pense pas que le père soit absent. Le père, il est présent, simplement il est absent par le secret qu'il habite. Et je pense que le poids de ce vécu de guerre ne lui permet pas d'être complètement ce qu'il voudrait être, comme père présent, aimant. C'est un père qui cache et un père qui travaille pour ne pas remuer et surtout qui n'entre pas dans l'intime, parce que l'intime est une manière de se confronter à quelque chose qui pourrait le mettre en danger. Donc oui, mais la question étant que comment se comportait un père absent. Donc pour ce qui concerne, je ne sais pas très bien comment répondre en fait, parce que à la fois il est présent, il est là et oui, donc je ne sais pas très bien comment répondre à vrai dire. C'est un père qui est quand même présent, physiquement présent. Il n'a pas disparu, il n'y a pas de disparition. Donc il est présent auprès de ses enfants, auprès de sa femme. Mais il crée et ce secret, cette espèce de non-dit permanent, crée une gangrène progressivement l'histoire familiale. C'est peut-être ça que je pourrais dire dans l'absence du père, alors. C'est plus de cet ordre-là, je crois. J'ai répondu là à la question. Okay. Bonne question. Vraiment une bonne question parce que je ne l'ai jamais posée comme ça. Comment un père disparu peut être un repère, parce que c'est un peu contre-intuitif. Mais finalement oui, parce que c'est en fait comme c'est la disparition, c'est une sorte de perte. Disparition, c'est une sorte de porte ouverte. Je pense que ce qui fait partie de repère, ce qui fait partie de mon monde, c'est une sorte d'ouverture et instabilité, ce qui est à la fois parfois difficile à vivre, mais à la fois c'est je peux me réinventer un petit peu tous les jours. Je me sens assez mobile à traverser plusieurs contextes. Il y a toujours cette porte ouverte où le vent peut passer. Il y a toujours cette incertitude et potentialité. C'est amusant parce qu'en fait, hier, il y avait une table ronde sur l'Europe. On nous a posé la question sur l'identité et je me suis rendu compte que moi, je ne crois pas trop à l'identité comme quelque chose de constant ou présent, mais l'identité, quelque chose qui est toujours en train de se créer, se recréer, qui est toujours ouverte et potentielle. Du coup, c'est ça le repère. Ismaël et Ézéchiel ont 2 pères très différents. Ismaël avait un père pécheur qui l'a élevé avec amour, sans du tout imaginer qu'elle pourrait prendre sa suite, et elle se retrouve à choisir d'assumer un héritage qui ne lui destinait pas, en reprenant la barque, en reprenant le métier.
Et quelque part, c'est la mort de son père qui à la fois l'a fait rentrer dans l'âge adulte, qui lui fait adopter un métier d'homme et qui l'a fait devenir femme en même temps. Voilà. Donc il y a cette dimension-là pour elle. Ézéchiel est le fils d'un, dans ce qu'il en raconte et dans ce qu'on en comprend, il est le fils d'un dictateur africain qui est un mélange, ici Abiyarimana, ici Amin Dada, ici Bokassa, donc c'est très confus, mais enfin manifestement d'un monstre. Il se définit lui-même comme le fils de l'ogre, et on sent que toute sa destinée est à la fois de savoir qu'il a ça dans son sang, dans son héritage, et du coup d'entrer en guerre contre ça. Et c'est un garçon qui est en guerre permanente contre ce dont il hérite. Et il me semble qu'un père absent, c'est à la fois un héritage à assumer et un héritage dont il faut se libérer, et qu'il est peut-être plus facile de se fâcher contre un père vivant que contre un père mort. Voilà. Donc ça... Mais après, moi, j'étais hyper embarrassé par le... Comment dire ? Je vais vous avouer un truc. J'écris tous mes livres pour mes enfants. Donc pour moi, c'est un acte paternel d'écrire. J'écris pour leur dire des choses que je ne peux pas leur dire. Et pour leur décrire le monde tel qu'il me paraît intéressant qu'on le regarde ensemble, mais sauf celui-là. Parce que celui-là n'est pas de la littérature jeunesse, et celui-là, c'est le seul que je n'ai pas dédicacé à mes enfants. Et quelque part, c'est peut-être celui qui parle le plus de ce que c'est qu'un père, mais c'est pas un acte paternel, en revanche, dans l'écriture. Du coup, je sais pas trop sur quel pied danser pour répondre à ta question. Alors, on sent dans ces 3 romans, c'est assez, je dirais pas le terme sombre, mais c'est assez dramatique. Et on sent à la fin de ces 3 romans que les héros de ce livre ont réussi à se libérer. Moi, j'ai eu cette impression en terminant le livre. Oui, en tout cas, la progression dans l'histoire, dans la nage en piscine, amène l'autrice ou la narratrice, enfin, passer par différents états émotionnels, mais retrouver en toute fin une sérénité et, comment je dirais, même un retour à une certaine enfance et accepter l'être qu'elle est, la féminité qu'elle a niée à un moment donné. Il y a un épanouissement réel dans la pratique de cette nage et la revisitation de ces différentes bulles de mémoire qui remontent et qui sont développées au fur et à mesure de la nage et qui amènent à une acceptation, à une réparation. Et du coup, c'est une mémoire qu'elle fait sienne ou on pourrait dire, oui, qu'elle se l'accapare, oui, absolument, oui. Elle se l'accapare. Même si c'est en partie fictionnel, c'est une manière de faire un chemin qui lui permet d'accepter ce fait monstrueux qui est le camp de concentration et le silence total qui avait recouvert ces événements, un peu comme si ça avait été enterré dans la cendre, comme les corps qu'on brûlait. Ouais. Il y a aussi le fait que de l'avoir écrit est devenu donc comme j'ai dit, c'était pas pour moi une profession que d'écrire un livre, c'était plus une nécessité, parce que je suis plutôt dans le domaine des arts plastiques et de la scénographie. Et donc, on m'a demandé, mais enfin, pourquoi est-ce que tu as voulu écrire ? Est-ce que tu n'aurais pas pu l'exprimer autrement ? Et c'est curieux, il ne me semblait pas possible de l'exprimer autrement qu'avec des mots. Et bien sûr, pour pouvoir en parler, puisque je ne savais rien de l'histoire de ce père et que ce n'était que des fragments que j'ai essayé de rassembler, j'ai fait tout un travail de recherche pour bien comprendre ce qu'était cette histoire de la Pologne,
les camps qui ont été établis, l'antisémitisme polonais que j'ignorais complètement. C'était la découverte d'une partie des racines que je n'avais pas. Donc, d'où l'acceptation aussi de cette part d'ombre qui était en moi et qui tout simplement trouvait là son ancrage aussi. Oui. Je peux poser une autre question. Oui, du coup, tu dis, je suis passé par l'écriture pour ça. Et du coup, ça veut dire que c'est une parenthèse qui se referme ou que derrière, ça t'ouvre d'autres choses, d'autres chemins d'écriture pour d'autres choses? Oui, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai toujours écrit. Et comme je travaille dans le théâtre jeune public, il y avait parfois des créations collectives où il m'arrivait de participer, mais jamais je n'imaginais écrire, publier en fait, publier. Et ici, en écrivant cette histoire, je me suis dit, il faut qu'elle soit publiée, parce que je crois que quand on pense qu'en Pologne, en 2018, on vote une loi qui interdit qui menace d'emprisonnement toute personne qui critiquerait la nation polonaise ou mettrait en évidence l'antisémitisme qu'elle a pratiqué pendant avant-guerre, pendant la guerre et encore après-guerre, même pendant la période communiste où tous les juifs finalement... je ne suis pas juive, hein, je veux le signaler, mon père était polonais et je suis polonaise, mais je me suis intéressée évidemment à cette histoire juive et la Pologne était vraiment comment dirais-je, Pauline voulait dire le pays du Havre, et Poliana ou Polaïa voulait dire là où Dieu est chez lui. Donc pendant les 16e, 17e et 18e siècles, la Pologne était la terre qui accueillait la moitié de la population juive. Et avant la guerre 40-45, 3,3 millions de juifs habitaient en Pologne, 245 000 après, en 1945, et il en reste tout au plus 10 000 maintenant en 2018. Donc ça donne une idée de cette terre d'accueil qui est devenue une terre d'expulsion en fait. Mais du coup, je m'éloigne un peu. Et la question, c'était quoi encore? Est-ce que tu envisages d'écrire Oui, pardon. Oui, oui, curieusement, comme j'ai écrit, c'est comme si un peu le virus m'avait rattrapé et que j'ai envie d'écrire encore et encore. Peut-être pas du tout sur le même sujet, parce que ça, c'était une nécessité. Maintenant, je pense que j'écrirai d'une manière... différente. Mais je pense que ce moment d'écriture-là devait être fait. Et je pense aussi que c'était une forme d'hommage aussi pour ce père, mais aussi pour cette mère. Et cette difficile vie qu'ils ont dû mener tous les deux dans le secret, qu'ils ont partagé et qu'ils n'ont pas pu dire à leurs enfants. Voilà. Donc le virus est là, oui, en effet. Est-ce que pour vous aussi, l'écriture de ce roman-là a été une sorte de thérapie ou de résolution, ou pas du tout? En fait, j'ai bien aimé que, Annick, justement, quand tu as commencé à répondre à cette question, tu as associé la libération à l'acceptation, parce que très souvent, ou c'est comme ça que je l'imaginais, que la libération a à voir avec la porte fermée ou quelque chose, voilà, qui finit. Et c'est après que j'ai compris que finalement, accepter le fait que cette porte reste toujours ouverte, c'est ça aussi, la libération, elle est toujours là, et c'est la fragilité, mais aussi une force. Et finalement, c'est ça, la libération. Et j'avais aussi une autre question, surtout pour ces deux romans-là. En ce qui concerne le contexte historique, vous en avez parlé tout à l'heure de la Pologne, etc. Est-ce que c'était dans votre projet d'écriture de faire connaître en fait cette part de l'histoire dans votre roman? Est-ce qu'il y avait un projet historique derrière? Parce qu'on sait que, on a parlé justement avec Jocelyn et on s'est dit que nous aussi on avait appris beaucoup de
de choses de cette part de l'histoire et aussi dans votre roman? Mais je pense que ça reste en filigrane. Hein. Il y a quelques évocations, mais je ne développe pas des pans historiques. Je pense que c'est vraiment une écriture que j'ai voulu assez sobre et poétique et imagée. Je ne peux pas m'en empêcher. J'écris par image. Je crois que ça vient de ma pratique en art plastique et en image théâtrale. C'est que ce qui me vient, ce sont des images. Et donc, j'ai essayé de développer. En fait, je pourrais dire que je me suis coupée de ma tête. J'ai vraiment essayé de réfléchir avec mon ventre. Et un écrivain qui s'appelle Appelfeld disait que la guerre était tombée en lui comme une pierre. Et la mémoire des gens qui ont vécu dans des conditions atroces, c'est une mémoire du corps. C'est une mémoire de la faim, du froid. Ça ne touche pas au cérébral, en fait. Ça touche au sens, au ventre, aux tripes. Et j'ai vraiment essayé. Je pense que la nage aussi intervenait dans cette sensibilité-là, d'éprouver au plus près, avec les mots les plus justes et le plus honnêtement possible, les sensations que j'imagine ou que mon père a pu traverser. Et donc de les formuler, oui, avec le plus d'exactitude, ou en tout cas de sensibilité et de justesse. Et oui, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Et vous, est-ce qu'il y avait un projet historique derrière ou une volonté d'apprendre? C'était pas, c'est pas un roman historique et je le voyais pas comme ça. Après, ce qui est intéressant pour moi, c'est justement de voir comment l'époque laisse les traces dans les destins de gens, dans les paysages urbains, dans voilà, toutes ces personnes, et de le faire passer en filigrane, comme pas par des tout petits détails. Et après, bien sûr, qu'en écrivant, je me suis beaucoup renseignée pour comprendre comment voilà, ce voyage a été possible. Qu'est-ce que ça a été pour lui, ce voyage-là, pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans un pays fermé où il fallait aller voir le gouvernement pour avoir tout simplement le passeport pour pouvoir sortir. Et c'était obligatoire d'être membre de parti communiste pour pouvoir sortir. Et du coup, c'est à la chute de l'URSS où ça devient possible. Du coup, moi, je trouve ça assez intéressant, finalement, ce destin de quelqu'un qui sort à la nage après la chute de l'URSS. Donc, dans Fait de moi la colère, on s'est beaucoup questionné sur la bête et ce qu'elle représentait. Alors nous, on a cru comprendre qu'elle représentait en quelque sorte la cupidité. Est-ce qu'on a bien interprété? On interprète toujours bien. Non, je veux dire, un bouquin appartient à ses lecteurs et pas à l'auteur. Et a fortiori dans un bouquin comme celui-là, où j'ai pas explicité les choses, où je manie des tas. La bête, Ézéchiel, qui porte un prénom de prophète, l'appelle Mammon. Après, chacun, tu vas voir sur Wikipédia qui est Mammon ou tu y vas pas, et selon, tu vas l'interpréter d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il y a une réflexion générale du bouquin sur ce qu'est la convoitise. Cette convoitise qui est à la fois un truc qui hante une société entière, qui est un creux dans le ventre de la société, parce que cette idée de fausse, et qui est aussi un creux dans le ventre de chacun de nous, qui fait qu'à un moment, on va être prêt. Clairement, Ézéchiel est l'héritier du génocide rwandais, ce truc très particulier. J'imagine que certains d'entre vous ont lu les bouquins de Hatzfeld, où on a armé des gens pour aller tuer leurs voisins, et ils l'ont fait, nourris à la fois d'une propagande de haine ethnique
mais aussi ils l'ont fait, et ils le racontent dans les bouquins de témoignages, parce que le voisin avait un toit de tôle ondulé ou une vache, et qu'on allait se servir chez le voisin. Et donc cette petite convoitise, ou cette énorme convoitise qui peut pousser au meurtre, ouais, c'est un des sujets du livre, et Mammon peut la personnifier, puisque c'est une bête absolument vorace qui vient des profondeurs et qui mange tout. Ouais. Donc, moi, je l'interpréterais volontiers comme toi, oui. Ouais. Vincent Vimino, donc vous êtes une référence dans la littérature jeunesse. Oui. Et du coup, on se demandait, vu que c'est votre premier roman en roman classique pour adultes, on va dire, comment vous êtes passé de la littérature pour jeune public à cette littérature pour adultes, même si vous ne vous êtes pas rendu compte apparemment. Alors j'y suis passé pas complètement volontairement, c'est-à-dire que j'ai envoyé à mes éditeurs jeunesse qui m'ont dit c'est de la littérature gênée, et j'ai envoyé à un éditeur qui m'a dit oui. Et comme j'avais eu la chance de publier pas mal avant, il m'a dit oui très vite, parce qu'il a lu très vite le manuscrit. J'ai pas eu les délais d'attente qu'on a quand on est primo-romancier, et ça c'est agréable, parce que c'est parfois interminable l'envoi. Mais j'ai pas l'impression d'une contradiction entre les deux, entre ce que je publie pour les ados, qui est aussi lu par des adultes, et ce que je publie en littérature générale, qui a été lu par certains de mes lecteurs ados. Et je crois que les deux peuvent se nourrir, simplement dans l'intention. Effectivement, l'intention n'est pas exactement la même. Celui-là, je ne l'ai pas écrit pour mes enfants. Et peut-être aussi moi je trouve ça très intimidant d'être publié en littérature générale. J'ai toujours eu un sentiment d'imposture à prétendre publier des livres, et j'ai eu besoin de gagner ma vie avec ça pour me sentir légitime. Clairement, tu as dit je suis une référence en littérature jeunesse. Disons que je vends parfois beaucoup de livres, et j'espère une littérature populaire. C'est mon gagne-pain à temps plein. Clairement, quand je regarde les ventes de ce roman adulte qui a reçu plein de très jolies critiques, clairement ça pourrait pas être mon gagne-pain. Et donc je ne peux me l'autoriser aujourd'hui que parce que il y a une autre littérature qui m'a confirmé dans l'idée que j'étais romancier, et que voilà, je pouvais prendre ce risque-là aussi. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Merci beaucoup. Alors je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on avait juste une dernière question pour clore cette table ronde. Donc le thème de ce café littéraire, plutôt, c'est donc père-repère, et on voulait savoir si vous, dans votre métier d'auteur, si vous deviez donner le nom d'auteurs qui ont pour vous été des repères, est-ce qu'il y en a d'ailleurs ou pas ? Par rapport à la thématique ? Non, je pense pas. Je vois pas, non. Dans la littérature, moi j'ai beaucoup lu de la littérature du monde entier. Je ne me suis pas attardée à la littérature française, c'est-à-dire que je l'ai lu comme tout un chacun, mais j'ai une curiosité qui est assez étendue et qui peut aller d'un roman indien que j'ai lu il y a pas longtemps à un roman allemand ou albanais ou américain. Donc c'est assez varié comme mes goûts sont éclectiques.
il y a deux noms qui me viennent comme ça intuitivement, du coup je les donne. Un, c'est une poète russe, Marina Tsvetaeva, que j'aime beaucoup, et je l'ai beaucoup lue étant adolescente. Je pense que ça m'a beaucoup influencée, ça a été mon repère. Et après, une autrice que j'ai découvert beaucoup plus tard, Clarice Lispector, qui fait quelque chose avec la langue. Elle a écrit un portugais de Brésil, elle est ukrainienne d'origine, et elle a réussi à faire quelque chose avec la langue pour traduire des sensations qui deviennent presque vertigineux, physiques. À la lecture, je vous conseille vraiment la découvrir. C'est pas des pairs du tout, mais c'est des repères au sens que je les relis chaque année pour me souvenir ce vers quoi faut aller. Je lis Steinbeck chaque année, plusieurs. Je lis Manchette, un auteur de polar des années 70 chaque année, et je lis Nicolas Bouvier chaque année. Voilà. C'est mes trois. Cela, il faut y revenir au moins. C'est une hygiène une fois par an. D'accord, et je vous remercie beaucoup d'avoir été là. J'espère qu'on a été à la hauteur en tant qu'étudiant. Plus qu'à la hauteur, c'était Merci super. beaucoup. Merci à vous, bravo. Merci pour vos questions.